situaciones que ha hecho en Roma, cuando habla sobre el trauma, le precisa. Ça fait vraiment découvrir un monde sur lequel il y a peu de fenêtres. C'est aussi un film, là c'est un trait plus répandu dans tes films, c'est un film superbe, où l'incarnation, disons, du problème conceptuel que tu poses, c'est la phrase de la fin, élargir notre conception des langues humaines, s'incarne absolument formidablement dès le début. Dès le début, avec en effet Laborite et cette plongée tout de suite au milieu des choses, on arrive tout de suite in medium res dans ce qu'est le fait de signer. Et cette traduction qui, pour beaucoup, est surprenante. Cette façon dont le bleu se dit de façon si différente à travers la planète est évidemment une entrée en matière absolument formidable qui me faisait penser au livre que cet historien Pastoureau écrit sur le bleu, sur les couleurs, spécialiste sur le bleu, le rouge, des livres absolument formidables. On découvrait un monde du bleu par l'écrit, bien sûr, par ces résonances-là. Avec ces signes-là, on est plongé on imagine, on devine comment, enfin on essaye de deviner comment entre les Japonais, les Chinois, leur expérience du bleu, ce qu'on sait, ce que ça a dans leurs différentes cultures, et ce qui fait que par contre d'autres cultures où le ciel est bleu beaucoup plus souvent certainement qu'au Japon. Évidemment, on voit que c'est plus enfin c'est un état, ça a l'air d'une description plus simple, etc., etc. On voit cette façon d'habiter le ciel. Alors, ou l'eau, ou la mer. Ou la mer, l'eau. Ou la mer, l'eau. Oui, c'est vrai. Dans le film. Spontanément, c'est vrai, moi j'ai eu l'idée du ciel. Ça vient, oui. Non, mais c'est... Et dans ton film, c'est-à-dire sur les cadrages, la mer occupe évidemment un rôle tout à fait décisif au long du film. Avec Emmanuel est habillé en bleu. Emmanuel est habillé en bleu, en effet. Mais en fait, ça vient du ciel parce que l'or... Micro. Pardon. Je dis juste parce que je fais un petit film dont je parle. Et le petit film, il est... le mot qu'elle dit, c'est parler, signer, ciel, bleu, l'homme, femme, faire l'amour, qui est un peu la Genèse. Des signifiants fondamentaux. Qui est la Genèse, le livre de la Genèse pour moi, parce que c'est pour ça, ciel, parler, signer, puisqu'on ne sait pas si Dieu a créé le monde, dans quelle langue, peut-être la langue des signes. Au moins, j'ai remarqué que dans les annonciations, il se parle en signes, l'ange et Marie. L'ange et Marie se parlent en signes et en écrit, puisque c'est tout le problème enfin, de la représentation de cette scène que tu as uniquement déployée dans le film. Notre film, mais ça c'était juste. Sur l'Annonciation. Ciel,
Et ça, c'est en effet, c'est la façon dans le cadrage de la question sur la façon dont ton regard se porte là-dessus et nous amène à être plongé dedans est tout à fait important. Je disais, car il y a une chose, il y a vraiment un objet saisissant que tu nous fais découvrir et que je crois que c'est très unique. C'est Nourik nous fait découvrir une chose, c'est la voix des sourds. La plupart des films que j'ai vus sur la question, j'en ai pas vu énormément, il n'y a pas tellement de films sur cette question finalement, mais c'est le premier où on entend la voix des sourds comme ça, avec ce soin. Je peux en dire quelque chose? Oui, je voudrais savoir comment toi tu as rencontré ça. Il y a plusieurs choses qui me viennent. Déjà, Gall, quand il parle avec sa grand-mère, il dit que de l'autre pièce, il a entendu leur voix. Il n'a pas dit, et c'est ça qui a fait que. Hein. Donc on lit la scène originaire, mais le voit, hein, parce qu'il est dans l'autre pièce. C'est extraordinaire qu'il dise ça, puisqu'il pourrait dire lorsque je t'ai entendu parler, mamie, etc. Non, il dit bien, avec son grand geste, tous, il venait, il est très, comme il dit, lui, il parle une langue dynamique, sexy et tout ça. Il est extrêmement. Et donc, quand il dit, il entendait la voix. On imagine. Parce que d'habitude, on parle de cette scène, des parents, qu'est-ce qu'ils se disent dans l'autre pièce. Là. Mais moi, c'était une décision vraiment au départ de ne pas remplacer la voix de sourd par les traducteurs. Hein. Ça, c'était une décision. Et par l'interprète. Et cette décision, c'était clair pour moi, pour entendre le son. Mais ça voulait dire que quand je tournais, je ne savais pas ce qu'ils disent parce que je n'avais pas l'interprète. Donc, au moment au moment de la scène, et je montre le dispositif après, hein, parce qu'il y a un moment où Gall et Debbie sont devant un ordinateur et est en train de traduire la scène qu'on vient de voir. Donc, il fallait chaque fois que je traduis, qu'il traduit la scène que je viens de tourner, où je n'ai pas compris, parce que je n'avais pas un interprète dans la pièce. Et ça, c'était une décision prise au départ. Parce qu'il fallait vraiment, j'ai pensé longtemps comment je vais fonctionner. Donc, et je voulais absolument avoir le son. Et je dois dire là qu'on a travaillé, c'est ce qui était travaillé le plus dans ce film, c'est le son. C'est ça. On a passé 10 jours en studio, 10 jours, hein, à travailler le son. C'est ça, c'est spécialement... Et je suis très contente je relève ça. Frappant. Et alors, le dispositif aussi, tu nous fais partager avec les iPads qui circulent, effectivement, où on est pris dans le champ, on voit la chose se faire, et l'iPad qui vient et qui renvoie et qui est utilisé dans la famille pour soutenir la conversation. Alors, il y a la voix des sourds, qui est un objet incroyable, quand même. J'ai envie de faire une opéra avec. Oui, oui. Quoi? Un opéra. Oui, il y a quelque chose. C'est un objet, c'est à la fois, d'ailleurs, c'est un objet inquiétant. C'est un objet inquiétant, c'est à la fois, on le perçoit, et en même temps, c'est ce que je disais, ma première réaction, c'est à la fois fascinant et étrange, et très... Je comprends qu'au début, mais je crois qu'au fur et à mesure du film, on s'habitue. C'est-à-dire que l'impression qu'on a au début, au fur et à mesure, on s'habitue. Mais moi, je me suis complètement habituée. C'est-à-dire que c'était plus aussi étrange que c'était à la première fois. Oui, mais on peut dire aussi on s'habitue, on peut dire aussi on approfondit l'étrangeté. Si tu veux, c'est-à-dire que je dirais que... on peut dire que ça devient plus familier, mais en même temps que ça devient plus familier, ça devient aussi plus étrange. Parce qu'on voit que c'est tout le temps là, que c'est cette sonorisation particulière est tout le temps là. Il y a une chose qui me paraît aussi, je crois, unique dans le film, c'est les conversations mère-fille. Il y a la conversation de Gall avec sa grand-mère, Gall Aviva, qui est évidemment
absolument frappante. Mais alors, les conversations mère-fille, là, ça c'est quelque chose. Là, le caractère, à la fois la tendresse, la complicité, l'enveloppement, l'attention. Et il faut bien dire qu'elle est... c'est une actrice qui montre à sa petite fille, enfin ton actrice, c'est pas ton actrice, elle est devenue... et elle, quand elle montre à sa petite fille, le film a 10 mois, 1 an. D'abord, elle est craquante, enfin, elle est extrêmement mignonne, cette petite fille, et très charmante, et par ailleurs, cette vivacité. Et c'est la mère qui montre le film, et il y a le père qui est là, qui lui-même est visiblement ravi de son enfant. Et donc la circulation comme ça de comment on apprend donne un caractère très... Et la grand-mère. Hein. Et dans la génération mère-fille, la conversation avec la grand-mère, qui elle, on voit, n'est pas prise dans ce bain, n'a pas été prise comme la petite fille dans ce bain de sécurité, d'échange, d'amour qui l'entoure, elle qui est arrivée, et avec la question que posent l'un et l'autre, oui, c'est où sont les sourds? Première chose, pour retrouver un semblable, cette question sur où sont les sourds, et la façon de refaire communauté. Et cette communauté sur le signe, c'est très... Cette communauté qui va inventer la langue des signes israélienne, qui n'existe pas au départ. Ça, c'est l'aspect... j'ai reconnu le prof que j'avais en Allemagne. Oui, ça, c'est l'aspect Tel Aviv. Et ce que je trouve aussi... Et alors, il y a ces conversations intimes, intergénérationnelle, qui est assez... vraiment, c'est cueillir quelque chose aussi de très inédit. Et puis, il y a le mélange des niveaux de langage, depuis la conversation la plus intime jusqu'au laboratoire de langue que tu détectes avec formidable. Dans tous tes films, il y a un laboratoire de langue extraordinaire, des linguistes absolument saisissantes, qui parlent de leur objet avec... on voit que c'est une passion d'une vie. C'est vraiment un rapport avec les linguistes. Avec les langues. Oui, oui. Et alors les endroits... Là, je ne peux pas ne pas le dire, je dois le dire encore, parce que vraiment aujourd'hui, c'est la journée, que Irit, la première qu'on voit dans le film, elle est morte il y a 1 mois. C'était pas vrai. Donc on est, Judith... non, mais je veux dire, c'est... Oui, oui. C'est qu'elle voulait venir à la première. Elle m'a écrit 1 semaine avant qu'elle ne pourra pas y venir, mais que je vais lui raconter comment c'était. Je n'ai pas pu même raconter parce que je suis là. Merci. Mais au moins, elle est là. Voilà. Ouais. Et alors on a cette... je trouve le mélange de ces niveaux et des lieux qui alternent en effet, laboratoire universitaire, Berlin, Kafar Kassim, tout ça, Berlin et Kafar Kassim réunis. C'est entre la bohème berlinoise et la bohème Kafar Kassim, ça fait étrange. Enfin, et même Daniel qui est allemand, n'est-ce pas? Oui. Il est né en Pologne, sa mère est polonaise, son père congolais. Ah oui. Et, non, parce que ça va si on va. Et oui, et ils sont venus en Allemagne parce que les écoles de sourds sont meilleures qu'en Pologne. Puisqu'on y est. Mais oui, c'est... Et puis on commence quand même par Emmanuel et les selfies qui étaient envoyés par le Japon, la Chine, etc. pour qu'elle apprenne à signer dans toutes les langues. Ces jeux, l'utilisation aussi formidable donc à la fois les iPads, des iPhones, etc., de voir comment le face-to-face
combien l'utilisation Skype ou FaceTime des échanges, c'est absolument formidable. Ça remplace les fenêtres. Ça, Les films précédents. oui, Mais c'est des petites fenêtres. mais ça c'est ton rapport, oui, aux fenêtres, à l'invention des fenêtres. Tu fais la matérialisation des cadrages, la matérialisation de la fenêtre comme une chose fondamentale. Et là, je me disais, ton film, je trouve qu'il faudrait le montrer dans toutes les écoles de psychanalyse et dans tous ceux qui pourront avoir de s'occuper de l'approche, disons de l'approche, du traitement des enfants qui ont des difficultés avec la parole, de l'autisme, Oui, mais l'autisme et pas seulement. eux n'ont pas de difficultés avec la parole. Justement, mais Parce que justement, je crois que les sourds, ils n'ont pas de difficultés avec le langage. S'ils commencent par, ici ils parlent en langue des signes dès le début, ils n'ont pas de problème avec le langage. ils n'ont pas de problème avec le langage. Mais il y a des sourds autistes. Oui, ça, ils sont autistes. Il y a des sourds autistes. Il y a des sourds qui peuvent être aussi sourds et psychotiques. Il y a des gens qui peuvent être sourds et névrosés. Et Mais en soi, juste pour dire en soi, eux, ils n'ont pas un problème avec le langage. Ils ont un langage s'ils apprennent depuis le début. Le problème, c'est nous qui... C'est Non. nous, parce que moi, quand je suis avec eux, c'est moi qui ne sais pas parler. Donc, d'accord, mais disons le qu'ils problème, c'est qu'ils n'attendent pas. ils ont le même ennui avec le langage que nous. Hum? C'est-à-dire nous avons tous des ennuis avec le langage, D'accord, et d'accord. ils ont leurs ennuis avec le langage. Mais dans ce sens-là, et effectivement, mais si tu veux, c'est là où l'utilisation qu'ils font, originale, pour le montage de tous ces écrans, Ouais. et les communications beaucoup plus, disons, sophistiquées que le selfie qu'utilisent, disons, les gens dans notre monde, les gens qui ont un rapport normé au langage ou qui est à l'audition, utilisent le selfie pour faire des tas de choses. Ou bien ils photographient ce qu'ils mangent, comme on le voit dans les restaurants maintenant, ou ils photographient, enfin, ce qu'ils font, etc. C'est beaucoup plus sophistiqué ce qu'ils font dans le film. Et on voit que ça peut donner des tas d'idées, ça peut donner des tas d'idées à des thérapeutes pour s'approcher, pour essayer d'entrer en rapport avec des sujets qui, eux, peuvent avoir des problèmes avec le langage d'un ordre un peu différent. J'ai entendu dire que justement certains autistes qui ont eu affaire avec la langue des signes, ça les a, c'est-à-dire ils pouvaient dire des choses qu'ils ne pouvaient pas autrement. Et même d'autres, je l'ai lu, que des enfants qui avaient des problèmes avec le langage, eux, je crois que je l'ai lu même chez Dolto, mais même après, c'est que quand ils sont passés par la langue des signes, des enfants attendants, quand ils sont passés par la langue des signes, ils ont retrouvé un autre rapport au langage. Tout ça, ça me paraît tout à fait profond. Et que c'est une des choses, l'approfondissement de l'Unheimlich des choses, ça doit passer aussi par ça. On doit pouvoir donner cette idée disons, de se rapprocher des questions que pose la langue des signes. Alors, il y a aussi... Du fait même, c'est-à-dire juste savoir qu'il y a toutes ces langues en plus qu'on a tous, c'est ce que je dis, l'humanité entière. Et c'est ça qui était mon film, c'est dire waouh, il y a là des langues, beaucoup de langues qu'on passe à côté. Et que du coup, c'est vraiment, c'est la phrase de la fin. C'est si on prend conscience que ça fait partie de nous, de toute l'humanité, ça enrichit l'humanité pour moi. Et il y a dans cet enrichissement par la question de la langue des sourds, il y a une question à laquelle ton film touche aussi avec beaucoup de délicatesse. C'est ce conflit qu'a traversé tout le monde des sourds entre l'oralité, forcer d'apprendre à parler et à lire sur les lèvres, et la question de la référence directe à cette, comment va-t-on l'appeler, cette modalité du geste qu'est la langue des signes.
Alors ça a été très loin. Il y a un livre qui est récent, qui est paru l'année dernière, d'un Américain, Gérard Shee, qui, lui, est malentendant. Il n'est pas tout à fait sourd. Mais enfin, il a fait un livre assez passionné, très documenté sur cette question, en montrant l'évolution à travers l'histoire, des balanciers toujours extraordinaires entre le moment où on forçait à parler et le moment où on laissait la langue des signes. Et avec les rencontres très inhabituelles, par exemple, on apprend dans son livre cette histoire à situer mieux l'histoire de Helen Keller. En général, quand les gens ont vu Miracle en Alabama, quand on s'intéresse à ces questions. Or, le cas d'Helen Keller est tout sauf simple. En fait, d'ailleurs, elle aussi, c'est le cinquantenaire de sa mort. Elle est morte pas en mai, mais en juin 68. Et elle est morte très âgée. Elle était née en 1880. Et son cas a été utilisé, son cas qui probablement est un faux. Il y a beaucoup de choses dans l'autobiographie qu'elle a écrite, qui a été écrite par sa prof, Anne Sullivan, et qui elle-même a recopié. Shee montre ça très. C'est largement une construction qui permettait en fait à l'époque à l'inventeur et philanthrope Graham Bell, le type qui a fait le téléphone, Bell qui lui avait une mère sourde et une femme malentendante, et donc Bell absolument contre les langues des signes. Il a propulsé Helen Keller pour tuer dans l'œuf la langue des signes aux États-Unis, en voulant imposer ça au nom, parce qu'il était à la fois inventeur et eugéniste, comme beaucoup de gens dans l'époque. Donc il voulait empêcher que les sourds se reproduisent entre eux. Donc il fallait les normaliser, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'isolat sourd. Mais il a même cherché une machine pour qu'ils apprennent à parler. Et cette machine n'a pas fait qu'ils apprenaient plus à parler, mais c'était l'invention du téléphone. Donc voilà comment on invente les choses. Et Bell donc a beaucoup fait a beaucoup nui à la langue des sourds. Et c'est frappant, c'est la langue des sourds est revenue aux États-Unis par un Américain qui a voyagé en France. Et c'est en rendant visite à l'Institut Saint-Jacques, où la langue des sourds s'est toujours transmise depuis 1755 à la baie de l'Épée, et les Lumières, etc. Et lui avait au contraire saisi l'importance du langage des sourds et l'avait gardé, en avait fait une langue un peu systématique, et les Américains ont récupéré la langue, le rapport à l'écrit, par le biais de la France. Mais la langue des signes américaine a beaucoup de ressemblances avec la langue des signes française à cause de ça. Par contre, la langue des signes américaine n'a aucun rapport avec la langue des signes britannique. C'est-à-dire que ça ne passe pas par la langue, c'est pas des traductions de langue parlée. Donc là, pour des raisons historiques, la France a exporté la langue des signes française. C'est un Américain qui a non, il est venu, il a cherché un Français qui est devenu le prof. Oui, qui est devenu un prof là-bas. Mais si tu veux, c'est... Voilà. Et la langue, ces deux langues se ressemblent. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ressemblances entre la langue des signes française et la langue des signes américaine. Mais des ressemblances qu'il n'y a pas entre l'américaine et la britannique. Il n'y a pas du tout. Hein. Et d'ailleurs, le meilleur prof qu'ils ont importé, je crois qu'il venait de la Guadeloupe. Enfin, pour les échanges, si je puis dire, américano. Bon. Et alors, il y a ça, c'est pour ça que ton actrice de Farkassem qui dit
Oui, qui a été quand même, on l'empêchait de parler, mais qui disait dans la cour de récréation on pouvait le faire. Ça donne, elle dit aussi bien, il y a des côtés positifs et négatifs. Ça, c'est la version soft. Dans le livre de Chi, on apprend que, par exemple, au Moyen-Âge, on avait, pour ouvrir la parole des sourds, on leur mettait des charbons brûlants dans la bouche pour débloquer, pour que ça parle. Et c'était fondamental parce que, étant donné, c'était la lecture étant donné que le Christ, que Jean au début était le Verbe, il fallait que tout le monde voyait le Verbe. Et donc on y allait, donc il y a eu des tortures, etc. C'est pas une histoire, ce n'est pas une histoire. Il y avait le congrès, le fameux congrès de Milan, 1880, où la langue des signes était interdite dans les écoles. Après, dans toute l'Europe, elle était interdite à partir de ce congrès à Milan. Et ça a été vraiment l'œuvre de Bell, de pousser à l'interdiction. Mais il y avait tout un courant, en effet, mais disons, lui, il fournissait le truc. Alors, il y a beaucoup de choses aussi à faire, mais il y a un point sur lequel je voulais simplement ajouter, c'est pas dans le film, mais c'est dans le dossier quand tu présentes le film. Tu dis, Lacan a dit qu'il y a la vocalisation qu'une fois en 63. Une phrase formidable qu'il a dit. Hein? Il a dit une phrase formidable. Mais il en a dit d'autres. Oui, il en a dit d'autres. Parce que 63, c'est dans le séminaire sur l'angoisse. Où en effet, la phrase, c'est le langage n'est pas vocalisation. Il dit, il y a d'autres voies que la vocalisation pour recevoir le langage n'est pas vocalisation, regardez le sourd. Voilà. Mais si tu veux, Lacan, dès le début de son enseignement, 10 ans avant, séminaire sur l'angoisse, c'est la leçon était. Là, c'était 63. Donc elle était en 54, dans son premier séminaire. La fin du premier séminaire, donc, il fait lire Saint-Augustin. Donc, le traité qui s'appelle Du Maître, des magistraux, qui est un dialogue extraordinaire entre entre Saint-Augustin et son fils. Le fils, 17 ans, déjà un petit génie. Malheureusement, il est mort à 19 ans. Et Augustin écrit à 19 ans, c'est en même temps un tombeau pour son fils. Et c'est un traité sur qu'est-ce que parler. Et dans ce traité, dans qu'est-ce que parler, Augustin fait référence au dialogue de sourds. Il dit exactement, n'as-tu jamais vu des hommes soutenir une conversation par geste avec les sourds, et les sourds eux-mêmes questionner, répondre, enseigner, indiquer, sinon tout ce qu'ils veulent, du moins assurément presque tout. En ce sens-là, ce ne sont pas seulement les choses visibles qui sont désignées dans les mots, mais aussi les sons, les saveurs, toutes les choses de ce genre. Les acteurs aussi font souvent exister au théâtre des histoires tout entières qu'ils racontent sans mots et en dansant. Donc, si tu veux, d'abord, c'est formidable que Augustin, pour lui, la langue des sourds, c'était important pour parler. Donc on voit que le combat dans l'histoire, c'est le commencement. Et Lacan, lui, se sert de ça pour dire justement, il commence ça en disant, vous voyez bien là, avec les sourds, qu'il y a des catégories de signes qui ne passent pas par la parole. Et il oppose le geste, et il dit le geste et le signe. Comme ça, c'est... Tu l'as, là, ce que Lacan dit? Oui, oui. Il n'y aura plus de débat après, hein. Très bien. Alors, c'est un... Donc, Lacan dit, si la voix au sens où nous... non, il dit, ce que Lacan lui rappelle, c'est la citation que Augustin fait, et sur le thème, ce ne sont pas seulement les choses visibles, etc. Et Lacan dit simplement, il y a en effet le geste et la lettre qui ne sont pas... qui ne sont
pas vocalisé. Alors, là, malheureusement, dans mes citations, j'ai foutu un truc. Un passage d'un séminaire plus tardif, mais je vais te reprendre ça. Il dit aussi, dans le séminaire sur les psychoses, le séminaire 3, il dit c'est plus simple si nous pensons au sourd-muet, qui est susceptible de recevoir un discours par des signes visuels donnés au moyen des doigts, selon l'alphabet sourd-muet. Et là, il dit alphabet sourd-muet. C'est approximatif, à ton film, on voit que c'est plus compliqué. Mais, si le sourd-muet est fasciné par les jolies mains de son interlocuteur, il n'enregistre pas le discours. Mais est-ce qu'il enregistre, lorsqu'il fait attention au discours, la succession de ces signes, leur opposition sans laquelle il n'y a pas de succession? Peut-on dire qu'à proprement parler, il le voit? C'est-à-dire, de même que dans le séminaire précédent, il avait coupé le lien entre, disons, le sensorium de la voix et la question de l'échange des signes, et en ayant le geste, l'écriture, et là, de même, il le coupe avec la vision. C'est-à-dire qu'il ne considère pas que, finalement, que ça se voit, ça se perçoit, si tu veux, c'est avec le corps tout entier, si l'on veut, que se déchiffre. C'est pour ça que c'est très intéressant, la mise en avant de tout le corps, la grammaire du corps, comme disait Wendy, ta linguiste. Et au fond, c'est pour la séparation d'avec un sensorium. Alors c'est très important pour l'histoire de la petite querelle avec Derrida. Quand Lacan précisément déconnecte avec le sensorium, il considérait que justement l'instance de la lettre, ce qu'il mettait en avant, était coupée et de la voix et de la parole et de la vision, pardon. Et c'est pour ça qu'il remet toute la dimension pour lui, c'est fondamental pour l'approche de l'hallucination. La voix aphonique de l'hallucination est une voix, mais non pas du tout une voix déductible de la phoné. C'est une voix qui inclut, si on veut, le geste, l'écriture. C'est une voix qui a lieu, si on veut, dans le corps. C'est très important dans la petite querelle. C'est pour ça qu'il en voulait un petit peu à Derrida de ne pas avoir trouvé que... parce que c'est quand même 54, 56, c'était avant les critiques portées à, disons, à la phonétique lévi-straussienne. Mais plus, disons, de façon plus profonde, c'est qu'il y a chez Lacan la volonté de dégager dans le signe. Qu'est-ce qui fait que dans le signe, il y a des choses qui ne passent pas, qui ne sont pas des choses qui passent par la parole et la phonée. Donc, le geste, la monstration, et l'écriture, et si tu veux, l'écriture même du nombre mathématique, en dernière instance. C'est pour ça que c'est crucial de réintroduire ces points de vue, et pour lui, disons, l'exemple du sourd et du sourd-muet. Ils ne veulent plus qu'on l'appelle muet. Ils sont sourds. Voilà, ils sont sourds. J'ai vu. Ils sont pas muets. Ils ne veulent pas qu'on les appelle sourds. Ils sont sourds, ils ne sont pas muets. Non, ils sont pas. On n'entend rien. Et, oui, comparaison. Je dis qu'ils sont sourds, mais ils ne sont pas muets. Et eux, ils tiennent qu'on ne les appelle pas surmuets, qu'on les appelle sourds, et même revendiquent avec un grand S. Hein. Avec un grand S. Eux les revendiquent. Bon. Oui, c'est important, le grand S et petit S. Non, mais pour les sourds, avec le langage des sourds, c'est grand S et Non, qui sont sourds. Voilà. Comme les juifs sont juifs, qui revendiquent un grand J. Voilà. Ils revendiquent, hein. Ça dépend qui et comment et quoi, mais là, c'est du même, hein. C'est-à-dire on appartient à une certaine culture, etc. Eux, ils disent. Eux, les sourds, eux, les juifs. Et ils ont trouvé la façon de l'écrire, le grand S, avec le grand J. Bon.
Formidable. Je propose qu'on s'arrête là. Merci.